Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on va parler du deuxième gros sujet qui a secoué la sphère végé française en ce début d'année. Et cette fois, ce n'était pas une très bonne nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ANSES recommande de ne pas servir d'aliments à base de soja en restauration collective. Excuse me? Sortie le 24 mars 2025, cette nouvelle a abasourdi pas mal de monde, j'en fais partie. En effet, depuis des années, la France a adopté une politique très prudente vis-à-vis des isoflavones et par conséquent vis-à-vis de la consommation de soja. On savait qu'une mise à jour de cette posture devait sortir et on s'attendait donc légitimement à un assouplissement afin de rejoindre les positions d'autres pays d'Europe et du reste du monde. Sauf que c'est tout le contraire qui s'est passé et je vais essayer de t'expliquer comment on en est arrivé là. Mais avant de rentrer dans ce que contient ou plutôt les rapports, on va d'abord commencer par quelques définitions pour être sûr qu'on part des mêmes bases. Les isoflavones. Ce sont des composés non stéroïdiens polyphénoliques, substances naturellement présentes dans certaines plantes qui ont des activités biologiques variées, notamment au niveau œstrogénique, et qu'on retrouve donc dans de nombreux végétaux consommés par l'être humain, principalement dans les légumineuses, dont le soja est celle qui en contient le plus. Le soja. Alors pour rappel, cet épisode porte sur le rapport de l'ANSES concernant les isoflavones et donc les conséquences sur les recommandations de ne pas servir de soja en restauration collective, mais ce n'est pas un épisode sur le soja. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste te donner une définition générale et tout à fait incomplète. C'est une légumineuse, et comme les autres légumineuses, on consomme sa graine qui ressemble, à mon avis, à un mix entre un pois chiche et un haricot blanc. Traditionnellement, la graine de soja est cuisinée sous différentes formes. Les graines entières, trempées puis cuites, peuvent être fermentées pour donner du tempeh, ou filtrées et on obtient du lait de soja. Ce lait peut ensuite être coagulé pour donner du tofu, ou ensemencé avec des ferments, et là on a des yaourts. On le consomme aussi beaucoup sous forme de condiments, comme les sauces soja, le miso, etc. Il y a plein d'autres utilisations du soja. Par exemple, le natto, qui est une version fermentée moins connue en France, ou alors on en retrouve dans les préparations industrielles. Il y a aussi la lécithine de soja, le tourteau qui est utilisé pour le bétail, l'huile ou la farine de soja, etc. Je rajouterai juste que le soja est principalement consommé en Asie orientale et assez peu en France, sauf chez les populations végétariennes et végétaliennes et à peu près dans les mêmes proportions qu'en Asie. L'ANSES. L'ANSES est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est un établissement public à caractère administratif d'expertise scientifique et il est sous la tutelle des ministères de la Santé, de l'Environnement, de l'Agriculture et du Travail. Créée en 2010, l'ANSES surveille et évalue les risques sanitaires auxquels elle consacre aussi des activités de recherche. Dans notre cas, elle a été saisie en octobre 2022 par la DGS, Direction Générale de la Santé, et la DGAL, Direction Générale de l'Alimentation, pour réaliser une évaluation du risque sanitaire lié à la consommation d'aliments contenant des isoflavones à travers 4 questions. Question numéro 1. Établir, puisqu'elle n'existait pas, une VTR long terme par voie orale pour les isoflavones en tenant compte des différentes catégories de population. Je reviens un peu plus loin sur ce qu'est une VTR. Question numéro 2. Quels sont les aliments de consommation courante riches en isoflavones et quelles sont les quantités maximales de consommation de ces aliments afin de ne pas dépasser la VTR établie par catégorie de population? Question numéro 3. Existe-t-il des liens entre l'exposition des nourrissons aux isoflavones par la consommation de préparations à base de protéines de soja ou par l'allaitement par des mères exposées aux isoflavones sur la santé aux différents âges de la vie? Et question numéro 4. Dans le cadre de la restauration collective, quelles sont les fréquences recommandées sur 20 repas successifs de composantes entrées, plats, desserts à base de soja et de ses produits dérivés, ainsi que les portions recommandées? Les VTR. C'est une valeur toxicologique de référence, c'est-à-dire un indice toxicologique permettant de quantifier un risque pour la santé. En fait, c'est un seuil en dessous duquel on est sûr qu'une substance ne présente aucun risque pour la santé humaine.
Et l'ANSES a donc mis en place un collectif d'experts et d'expertes dont l'objectif est de construire des VTR pour les substances d'intérêt telles que par exemple le plomb, les particules fines dans l'air ambiant, le chlordécone, les phtalates, etc. Une fois que cette VTR est fixée, selon un protocole précis, le groupe d'experts et d'expertes fait des recommandations pour permettre d'éviter de soumettre la population à des situations qui dépasseraient ces seuils fixés. C'est ce qui a été fait dans ce rapport sur les isoflavones. Premièrement, fixation des VTR, puis deuxièmement, quelles recommandations, notamment pour la restauration collective et les populations spécifiques telles que les enfants prépubères, les personnes enceintes ou allaitantes. À ce moment précis, l'échec commence à être votre ami. Appelez-le Luc. Alors qu'y a-t-il dans cet avis ? Comme je le disais, il y a 2 rapports, plus un tableau sur les préparations infantiles. Le premier rapport qui fixe les VTR, le deuxième pour les recommandations faites à partir de ces VTR. Donc, dans le premier rapport, toute la méthodologie est détaillée et je t'invite encore une fois à la lire si le sujet t'intéresse parce que c'est assez, alors je dirais pas passionnant, mais au moins instructif de voir comment, encore une fois, il est difficile de statuer de façon tranchée et binaire au sujet de la nutrition. Si tu as l'habitude d'écouter ce podcast, je pense que c'est quelque chose dont tu as déjà conscience. Et c'est exactement le cas ici. On y retrouve que les données fournies par les études sur des modèles humains ne peuvent pas être utilisées pour donner des indications suffisamment précises pour fixer une VTR selon la méthodologie habituellement appliquée par le groupe d'experts et d'experts. Donc, le groupe de travail de l'ANSES a été obligé, pour répondre aux questions qui leur avaient été posées, de se tourner vers des études portant sur des modèles animaux conformément au protocole habituel de fixation des VTR et ensuite de les extrapoler à l'espèce humaine malgré toutes les limites que ça représente et de rajouter encore à cette extrapolation une précaution supplémentaire. Et donc, les conclusions de ce premier rapport sont que la VTR long terme par voie orale pour la génistéine, qui est l'isoflavone la plus étudiée, est fixée pour la population générale à 0,02 mg par kilo de poids de corps par jour et pour les personnes enceintes et les enfants prépubères, elle est fixée à 0,01 mg par kilo de poids par jour. Donc juste pour t'aider à te rendre compte à quoi ça correspond, pour un ou une adulte de 60 kg, cela représente une dose journalière max de 60 fois 0,02, c'est-à-dire 1,2 mg d'isoflavone par jour. Sachant que d'après les informations qu'on trouve dans ce même rapport, un dessert au soja nature de 100 g contient environ 12 mg d'isoflavone, c'est-à-dire 10 fois plus que la VTR. Et pour 100 g de tofu nature, on est à 37 mg. Conclusion, pour la population générale, il ne faudrait pas consommer plus d'une portion de tofu par mois. Impossible. Je sais, ça paraît complètement déconnecté de la réalité, mais encore une fois, il s'agit de théorie, de méthodologie, de protocole et d'interprétation. C'est d'ailleurs pour ça que les experts et expertes peuvent être parfois en désaccord. Des critiques ont d'ailleurs été formulées, notamment de la part de l'ONAV, qui a rédigé une analyse critique de ce rapport et dont je mettrai le lien dans le descriptif parce qu'il est super intéressant et qu'il complète bien cet épisode. Et d'ailleurs, même dans le rapport de l'ANSES, on retrouve dans la conclusion, je cite, « Il est important de garder à l'esprit que ces 2 VTR proposés ont été déterminés en suivant la méthodologie validée pour des agents chimiques dont l'exposition entraîne des effets indésirables. Cependant, cette saisine s'adresse à une famille de composés naturellement présents dans l'alimentation et pour lesquels il existe une grande quantité de données humaines testant leurs éventuels effets bénéfiques et non pas indésirables. » Fin de citation. What do you mean? What do you mean? Donc, on fait une petite pause pour résumer ce que je viens de lire et qui émane directement du rapport de l'ANSES. L'ANSES a été saisie pour évaluer les risques liés à la consommation d'isoflavone en suivant une méthodologie normalement utilisée pour les agents chimiques dont l'exposition entraîne des effets indésirables. Or, dans le cas des isoflavones, on est sur des substances naturellement présentes dans des aliments consommés par les êtres humains depuis très longtemps et dont on a observé des effets globalement plus positifs que négatifs. Donc la question qu'on peut se poser est: est-ce que cette méthode d'analyse était vraiment adaptée au cas des isoflavones ? Bonne question. Pour ce qui est des recommandations qui découlent directement de ces VTR, avec toutes les réserves que je viens de citer, forcément, on ne pouvait pas s'attendre à un miracle.
Les mesures proposées sont très protectrices et alarmistes. Et on le comprend, personnellement, je trouve rassurant qu'un organisme chargé de la santé publique soit précautionneux lorsqu'il s'agit de substances potentiellement dangereuses, quand il s'agit de pesticides ou de plomb ou d'aluminium, etc. Et donc bref, c'est sur la base de ce calcul de VTR que l'ANSES recommande logiquement de ne pas servir de repas à base de soja, qui est l'aliment consommé par l'être humain le plus riche en isoflavones, en restauration collective. Et c'est notamment pour protéger les populations végé qui, forcément, explosent déjà le plafond juste en mangeant 2 yaourts au soja par mois. C'est donc la réponse qui a été apportée par le groupe d'experts et d'expertes à la question numéro 4. Pour ce qui est de la question numéro 2 sur les teneurs moyennes en isoflavones des aliments de consommation courante, l'ANSES a établi une liste des 50 aliments de la table SIQUAL ayant les teneurs les plus élevées en isoflavones. C'est le tableau 14, page 32 du rapport. Et c'est la source que j'ai utilisée pour mes calculs précédents. À ce sujet, l'ANSES recommande également, je cite, aux industriels et aux producteurs de mettre en œuvre des techniques agronomiques et des procédés de fabrication permettant de produire des aliments en maîtrisant les teneurs en isoflavones. Fin de citation. Là encore, un vœu pieux, puisqu'effectivement, dans notre société de consommation capitaliste, on peut douter de l'intention de certains groupes agro-industriels de privilégier la santé de leurs consommateurs et consommatrices au profit de considérations économiques et court-termistes. Car si c'est effectivement possible de réduire la teneur en isoflavones du soja, cela nécessite des procédés longs comme le trempage, la cuisson ou la fermentation. Mais cela dépend aussi du lieu de production du soja, de la saison, etc. Donc même avec beaucoup de volonté, ça va être difficile de maîtriser efficacement ces teneurs. Quoi qu'il en soit, personnellement, j'aurais plus tendance à faire confiance à des petites entreprises qui fabriquent des produits à base de soja de façon traditionnelle et artisanale. Car oui, il y a des artisans du soja, même en France, qui font de très bons tofu. J'en avais déjà parlé dans mon épisode sur mes 5 indispensables en cuisine végane. Pour ce qui est de la question numéro 3 sur les liens entre l'exposition des nourrissons aux isoflavones par la consommation de préparations à base de protéines de soja ou par l'allaitement, l'ANSES a établi un tableau complet et une synthèse qu'on retrouve dans le tableau 12, page 27. Mais ce qui est dénoncé notamment dans l'analyse critique de l'ONAV, dont je t'ai déjà parlé plus tôt, ce sont les interprétations et donc les conclusions du groupe de travail qui ne correspondent pas toujours avec les conclusions des études qui sont citées. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. J'espère que tout ça t'a permis d'y voir plus clair sur comment l'ANSES en est arrivé à ses conclusions et pourquoi celles-ci ne reflètent pas celles des autres pays qui considèrent, eux, que les études épidémiologiques chez l'humain sont suffisantes pour pouvoir être rassurés et rassurants sur la consommation de soja. Si par contre, tu es encore plus perdu, c'est normal. Et si ça peut te rassurer, sache qu'il y a des personnes beaucoup plus intelligentes et savantes sur le sujet que toi et moi, et qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles. Pour preuve, s'agissant de ce rapport de l'ANSES, au sein même du groupe d'experts et d'expertes, 2 d'entre eux ont refusé de le valider. Sur une trentaine, certes, mais à ma connaissance, ça n'était jamais arrivé, donc ça mérite d'être souligné. Ce que je déplore vraiment, et qui m'a rendue furibonde à la sortie de ce rapport, c'est que ces conclusions, hors de toutes les nuances que je viens de développer, ont eu un écho médiatique majeur. Cela a contribué à un climat de défiance, voire de peur, vis-à-vis du soja, qui est pourtant un aliment hyper intéressant à intégrer dans le cadre d'une alimentation diversifiée, qu'on soit végé ou non d'ailleurs. Et quand je dis intéressant, je parle d'un point de vue santé, bien sûr, mais aussi pour la planète et même pour les porte-monnaies quand on voit l'inflation sur les produits carnés. Donc vraiment, on n'était déjà pas en avance en France sur la diversification des protéines et c'est dommage de freiner la consommation d'une source de protéines végétales aussi accessible, complète et versatile que le soja. Quoi qu'il en soit, je rappelle que la consommation de soja n'a pas un caractère obligatoire quand on souhaite végétaliser son alimentation. Il existe aussi le sétan et d'autres légumineuses telles que les pois chiches, haricots secs, pois, lentilles, etc. Mais si tu n'es pas allergique au soja et que tu aimes ça, d'après le consensus mondial basé sur les études chez les êtres humains, il n'y a pas de danger à en consommer dans le cadre, comme pour tout autre aliment, d'une alimentation équilibrée et diversifiée. Et ça pourrait même être plutôt bon pour ta santé. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Le Dos de la Cuillère podcast.
Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt. Et il va pas avec le dos de la cuillère. Taper dans le micro. Tu fais du bruit. Question numéro 1. Non, question numéro 1. Bon, première question. Ça va quand même le ton? Ok. Est-ce que j'ai pas l'air de trop engueuler les gens? Pas pour le moment. Oh, ok. Et pour 100 grammes de tofu non, c'est pas le bon ton. C'est que c'est conclusion. Putain, je te vois. J'en étais sûre. Furibonde. Mais oui. Tu le fais exprès. Tu le fais dans chaque épisode. Tu veux mettre un mot. Je suis furibonde à toute berzingue. Mais c'est exactement ça. Je sais. Oui. Allez, furibonde. Putain, je sais plus où j'étais. Furibonde. Bah oui, mais je sais plus où il est. Ah, voilà. Oups, j'ai touché le micro. Je m'emballe. Ok. Non, ça est parti dans le mauvais temps. Eh oui. Oh là là. Non, c'était chouette. Ok. Et de rajouter encore à cette... Ah, pouh. Putain. Déjà conscience. Non, c'est pas ça le ton. Or, moi j'écris... Non, moi qui furibonde. De la... Oh putain, j'arrive pas. Allez, c'est mieux. Là, j'ai tout compris. Ah